Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Perrier, donc je suis maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Sorbonne Paris Nord, ce qui veut dire que je suis enseignante et chercheuse. Et voilà, je m'intéresse en particulier aux liens entre les politiques publiques et le genre, les rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Et je regarde en particulier comment les politiques publiques en France et en Allemagne contribuent à transformer ou pas les rapports sociaux de sexe, à créer des inégalités, mais aussi favoriser l'égalité entre les sexes. Bonjour, je m'appelle Jutta Ergenan, je suis politiste et je travaille à l'université de Gießen. Je suis secrétaire générale du Centre pour les médias et l'interactivité et je travaille sur les questions de genre et j'ai en particulier oui, rédigé ma thèse de doctorat sur les inégalités linguistiques dans la langue française d'un point de vue historique et aussi actuel. Yuta et moi intervenons donc au lycée français suite à une proposition de Christelle Madec, qui est donc enseignante en allemand, d'organiser la journée franco-allemande du lycée français de Lisbonne autour du thème du langage non sexiste. Pour évoquer ces questions avec les élèves et notamment aussi pour avoir un regard à la fois français et allemand sur la question du langage non sexiste et des mobilisations autour du langage non sexiste. L'idée, c'est donc de présenter nos recherches aux élèves et de participer avec elles et avec eux aux réflexions sur la façon dont le langage alimente des inégalités, mais peut aussi être utilisé dans un sens plus égalitaire. Oui, donc nous avons rencontré trois groupes d'élèves et dans chaque cours, c'était bien un groupe bien différent. C'était très intéressant de travailler avec tous les élèves qu'on a rencontrés. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y avait souvent déjà une forte sensibilité à la question du langage non sexiste. Et j'ai eu l'impression qu'on nous a écoutés avec intérêt, surtout aussi sur les questions, enfin, sur les origines historiques des inégalités dans la langue. Et mais on était, bon, pas forcément surpris, mais on a rencontré aussi des propos assez misogynes qu'on ne s'attendrait peut-être pas de personnes aussi jeunes. Mais bon, je pense que tout cela reflète aussi un peu la société, enfin, les différentes positions dans la société sur ce type de questions et d'enjeux sociaux. La conférence de ce soir porte donc sur la question du genre et du langage en France et en Allemagne. L'idée, c'est à la fois de proposer une réflexion sur le genre dans la langue française et dans la langue allemande, la façon dont ces langues véhiculent des inégalités entre le masculin et le féminin, notamment comment elles participent donc à la légitimation d'un système social qui assigne les hommes et les femmes à des positions différentes. Et dans un deuxième temps, la conférence, elle souhaite faire le point sur les mobilisations que l'on observe en France et en Allemagne autour de ce thème. Essayer de comprendre qui se mobilise sur le langage non sexiste, qui revendique quoi, qui porte quelles revendications pour rendre la langue plus égalitaire, mais aussi expliciter pourquoi cette question suscite d'aussi vives résistances, en France en particulier. Pourquoi est-ce que le fait de proposer de rendre la langue plus égalitaire suscite autant de résistance et de contre-mobilisation.
alors les réactions par rapport aux revendications concernant le langage non sexiste en Allemagne, bon, il faudrait les regarder un peu au cours du temps, de l'histoire, parce que elles ont commencé à la fin des années 90, donc à peu près au même moment qu'en France. Et donc en linguistique, c'est-à-dire enfin, avec des revendications venant d'une linguistique féministe, et elles ont connu un grand rejet en linguistique, donc dans le milieu universitaire. Et sinon, dans le grand public, bon, il y en avait des personnes acquises à cette question qui ont commencé à pratiquer un langage non sexiste, mais sinon, pendant très longtemps, c'était un sujet pas si fort dans l'espace public. Il y a les doubles flexions qui sont devenues donc l'emploi du masculin et du féminin dans le discours public qui se sont à peu près imposés. Mais c'est avec l'avènement de la droite populiste, comme on dit, dans les années 2010, que le langage non sexiste, l'égalité des sexes dans la langue, est devenu un grand enjeu, et aussi des débats menés avec beaucoup de violence dans le débat public. Et il faut quasiment dire que c'est la droite populaire qui a compris l'enjeu du langage pour l'égalité des sexes. Donc cette portée symbolique de la langue que, disons, le reste de la société n'a pas trop su comprendre jusque-là, à mon avis. En France, les réactions sont globalement très vives. Alors elles ne sont pas nouvelles. Ce que l'on dit souvent, c'est que les revendications pour un langage non sexiste sont devenues publiques à partir du début des années 80, parce qu'elles ont été mises à l'agenda politique par la ministre des Droits des Femmes, Yvette Roudy. Elle proposait donc de féminiser, en tout cas d'utiliser des formes féminines pour désigner tout un tas de métiers, et notamment des métiers prestigieux, en lien avec le pouvoir politique, juridique, etc. Ce qu'il faut dire, c'est Yvette Roudy et les personnes qui revendiquaient la même chose qu'elle ont fait l'objet quand même de dénigrements publics, de moqueries, de sarcasmes assez forts. La controverse a repris à la fin des années 90 sous le gouvernement de Lionel Jospin, quand des ministres femmes ont exigé qu'on les dénomme en disant Madame la ministre et non pas Madame le ministre. Là aussi, il y a eu des revendications dans le champ politique, dans le champ médiatique, très ironiques, qui essaient de tourner leurs revendications en ridicule. Et puis, la controverse a repris de la vigueur récemment autour du thème donc, de l'écriture inclusive, parce qu'il y a eu différentes mobilisations qui visent à rendre la langue plus égalitaire, au-delà même de la revendication de la féminisation des noms de métiers. Notamment a été proposé d'utiliser des points médians à l'écrit pour éviter justement les fameuses doubles flexions. Donc au lieu de dire par exemple toujours enseignant et enseignante, d'écrire enseignant.e.s. Ces revendications, alors de la même manière, d'une certaine manière que dans les années 80 et 90, ont aussi été tournées en ridicule et ont été dénigrées. Néanmoins, on sent quand même que le rapport de force, d'une certaine manière, a changé, parce que le débat a aussi trouvé beaucoup d'écho. Des collègues qui ont porté ces revendications ont pu être invités dans la presse, sur des plateaux télé, pour présenter leurs revendications. Et le fait que ces revendications suscitent autant de polémiques a aussi permis de faire une sorte de publicité favorable à ce langage. Donc il y a à la fois des résistances qui persistent, mais aussi un écho assez nouveau et beaucoup d'intérêt pour ces questions. Ce qui me semble important à dire aussi, c'est que la virulence du débat autour du langage non sexiste
montre aussi à quel point le féminisme continue d'être un sujet dissensuel, qui ne fait pas consensus, même s'il y a un certain nombre de discours publics qui insistent sur l'importance de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité de salaire, de l'égalité en politique, même s'il est de plus en plus difficile de contester publiquement et franchement la norme d'égalité. Sur le terrain du langage non sexiste, on voit bien quand même que ces revendications ne font pas consensus et qu'elles mobilisent de façon assez régulière et assez forte la droite conservatrice notamment. Pas seulement, mais en tous les cas, c'est la droite conservatrice qui a posé les termes du débat, même si le camp des opposants et des opposantes va bien au-delà de celui de la droite conservatrice. Oui, alors donc il y a différents types de recherches faites sur cette question. Bon, il y a d'un côté les recherches plutôt historiques, et là il faut citer Eliane Viennot qui a écrit plusieurs livres là-dessus, où elle est allée toujours plus en profondeur. Elle travaille beaucoup avec des sources, elle regarde à travers les siècles, donc ça, et puis en même temps elle écrit d'une façon très accessible, donc ça c'est très certainement une autrice à lire là-dessus. Puis bon, moi-même j'ai travaillé sur les aspects historiques, mais aussi les aspects à partir, enfin aussi de manière comparative aux différents pays français, francophones, Suisse, Canada, Belgique et France, enfin les parties francophones de ces trois pays. Mais ma recherche s'arrête en 2011 quand j'ai après fini la thèse. Puis ce qui est important, enfin puis il y a Claudie Bodino justement qui a aussi travaillé sur la France et sur controverses, en fait. Les controverses, surtout à partir des années 1980. Puis ça vaut aussi le coup de lire les guides là-dessus, parce que les guides ne donnent pas seulement des consignes de comment écrire d'une manière non sexiste, mais donnent aussi une introduction linguistique, historique, très accessible. Donc, entre autres, le guide de l'haute autorité pour l'égalité entre hommes et femmes, le conseil. Entre hommes et femmes. Et puis je te laisse continuer. Peut-être on peut citer aussi des collègues de la nouvelle génération, pour le dire rapidement. Je pense notamment à la linguiste Julie Abou, qui a beaucoup travaillé sur l'écriture inclusive et sur les pratiques militantes autour de l'écriture inclusive. Dans la revue GLAD, qui est une revue sur le genre et notamment les questions linguistiques en ligne en France, dans la revue GLAD, il y a aussi plusieurs collègues qui publient des articles sur ces questions des liens entre le genre et le langage. Donc voilà, on peut citer aussi notre collègue Lucas Greco, qui est un spécialiste aussi des questions de genre et de langage.